Bonsoir et bienvenue à vous, votre émission pour aller plus loin ce soir sur la situation à Istanbul après l'attentat suicide qui a fait une dizaine de morts, dont une majorité de touristes allemands. La Turquie accuse Daesh. L'Allemagne sous le choc donc après cet attentat et le pays est confronté par ailleurs à un énorme scandale suite à la vague d'agressions sexuelles du Nouvel An. Les crispations se multiplient autour des migrants. Le débat est sensible, on l'aborde ce soir. A-t-on tout essayé contre le chômage? Évidemment non, répondent en chœur associations et élus de terrain. Un nouveau dispositif de lutte contre le chômage de longue durée est expérimenté. Son nom, Territoire Zéro Chômage. Alors, que faut-il en penser? De nombreux invités en notre compagnie tout à l'heure. Voilà pour votre programme. Merci d'être en notre compagnie. Tout de suite, les repères de l'actualité avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver à la une ce soir. Ce nouvel attentat en Turquie, le cœur touristique d'Istanbul frappé en milieu de matinée dans le quartier de Sultanahmet, non loin de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue. Un kamikaze s'est fait exploser. Au moins 10 personnes ont été tuées et 15 autres blessées. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais selon les autorités turques, le kamikaze appartiendrait à l'organisation État islamique. Il serait de nationalité syrienne. François Hollande a dénoncé un attentat odieux et a exprimé sa solidarité aux Turcs. Parmi les victimes figurent au moins 8 touristes allemands. Confirmation de la chancelière Angela Merkel qui promet de combattre les terroristes avec détermination. En France, les suites de l'agression antisémite à Marseille et la polémique enfle sur place. La communauté juive est incitée à retirer la kippa dans cette période de trouble. Le consistoire israélite de Marseille appelle à la prudence. Les détails avec Stéphane Amalian. Les 70 000 juifs de Marseille invités à ne plus porter la kippa. Un appel lancé à contre-cœur par Zvi Amar, le président du consistoire israélite de Marseille, suite à l'agression hier matin d'un enseignant juif. Objectif, se faire discret dans cette période d'insécurité. Une décision qui ne fait pas l'unanimité dans la communauté juive. Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, invite à ne pas céder et à continuer à porter la kippa. Le CRIF dénonce une mauvaise idée. Sur place, l'enseignant agressé à la machette hier matin a déjà pris ses précautions. Là, on va commencer, voilà, aujourd'hui il a mis la casquette et il encourage la communauté à faire comme lui. Non pas parce qu'il a peur ou honte d'être juif, bien au contraire, mais pour sa sécurité. L'agresseur, un jeune homme de 15 ans, a été transféré cet après-midi à la sous-direction antiterroriste à Levallois-Perret. Il devrait être présenté à un juge d'instruction et mis en examen. L'adolescent affirme avoir agi au nom d'Allah et de l'État islamique. Ce soir, réaction aussi de la garde des Sceaux. Christiane Taubira a réaffirmé le droit pour les juifs de porter la kippa. On l'écoute tout de suite. Nous devons garantir au quotidien, partout sur le territoire, la liberté de chaque citoyen, sa liberté y compris de vivre sa croyance. C'est ça une république laïque. Cette république laïque, elle reconnaît la liberté de conscience, elle reconnaît aussi la liberté de croyance et la République garantit l'exercice des cultes. Donc ça, le gouvernement y veillera. Chacun a le droit d'avoir ses croyances et a le droit de vivre. Et les Juifs de France doivent se sentir en sécurité. Absolument, absolument. Comme tout citoyen français, les Juifs de France doivent se sentir en sécurité. Les musulmans doivent se sentir en sécurité. Mais bien entendu, bien entendu. Seul face au Parlement, Manuel Valls défendra en personne la révision constitutionnelle. Il ne sera pas aidé par la garde des Sceaux, hostile à la mesure de déchéance de nationalité aux binationaux nés français et coupables de terrorisme. Un gouvernement sous tension, tout comme les sénateurs socialistes. Ce matin, la question de la déchéance a agité les débats lors de la réunion de rentrée. Pauline Dame. Ambiance chaleureuse ce matin en groupe PS. Si les sénateurs affichent leur bonne humeur, Stéphane Le Foll le sait, la tâche qui l'attend est délicate. À l'ordre du jour, la déchéance de nationalité. Le texte est encore loin de faire l'unanimité au Sénat. Est-ce que vous croyez un instant que les Françaises et les Français vont nous pardonner une faiblesse de la part de l'État dans le symbole que nous proposons aujourd'hui de déchoir de leur nationalité celles et ceux qui agressent la France, qui agressent ses valeurs, qui tuent des Français? Le débat est sain, mais à un moment donné, il faut aussi savoir montrer que nous sommes fermes. Fermeté. La sénatrice Barizakhiari n'en manque pas dans ses propositions.
Elle demande le retrait pur et simple de la déchéance ou son remplacement par une peine d'indignité nationale. Je pense qu'il y a dans cette affaire une espèce d'impensé colonial et que les miasmes coloniaux sont toujours à l'œuvre parce qu'on sait sur qui ça va tomber ces déchéances de nationalité et que ça envoie un message délétère à une grande partie de la population. Malgré les voix dissonantes, une seule et même volonté, obtenir un consensus coûte que coûte. On passe tout de suite au premier débat de ce soir. Après les agressions du Nouvel An à Cologne, plus que jamais, les questions migratoires agitent l'Allemagne. On en parle avec vos invités, Sonia. Oui, merci Paul. Et d'abord, bien sûr, l'Allemagne endeuillée après l'attentat d'Istanbul qui a fait de nombreuses victimes allemandes. Et le pays fait face par ailleurs à un énorme scandale après ce qui est décrit comme une vague massive d'agressions sexuelles au soir du Nouvel An. Le sujet est sensible car l'enquête chaotique révélée tardivement n'est pas terminée. Les agresseurs seraient majoritairement d'origine étrangère, dont certains avec des demandes d'asile. Angela Merkel a durci le ton vis-à-vis des migrants. Ce sera aussi peut-être un tournant en Europe. Le débat et l'analyse avec nos invités ce soir. Hans Stark, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes chercheur à l'IFRI, c'est l'Institut français des relations internationales, et professeur de civilisation allemande à Paris-Sorbonne. Nous accompagne également ce soir Jean Bizet, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, sénateur Les Républicains, président de la Commission des Affaires européennes. Et Laurent Bouvet nous accompagne, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes politologue, professeur de sciences politiques, messieurs. Et d'abord, en Stark, il faut préciser que c'est un pays, l'Allemagne, déjà choqué depuis quelques jours par le scandale des agressions du Nouvel An, qui est aussi ce soir endeuillé, bien sûr, majoritairement des victimes allemandes. Alors les deux faits ne sont pas liés évidemment. Nous vivons un temps où il faut s'attendre tous les jours, hélas, à des actes de cette nature-là. En revanche, les événements du 31 décembre, c'est quelque chose de très particulier. D'un côté, ce n'est pas un acte terroriste. C'est très loin de ce que la France a vécu, en particulier le 13 novembre. Et en même temps, ça touche au plus profond de la société, ça remet en question le sentiment de sécurité des plus fragiles, et donc en particulier des femmes. Et puis ça renvoie en particulier une tonne d'arguments à tous ceux qui, à l'extrême droite, parmi les populistes, ont mis en garde contre ce type de comportement, voire contre ces risques. Et donc finalement, entre guillemets, ils ont eu raison. En Stark, encore quelques éléments. Dans cette énorme affaire, dans ce terrible scandale, il y a plus de 500 femmes qui ont porté plainte. Les débuts de l'enquête ont été chaotiques. Je disais, la police de la ville de Cologne a été dépassée le soir du Nouvel An. Les faits n'ont pas été révélés tout de suite par la police. Les médias en ont pas parlé également tout de suite. Est-ce qu'il y a eu une sorte d'omerta médiatique, policière, peut-être plus haut ? Alors, on le saura. Pour l'instant, on n'en sait rien. On est en train... Enfin, l'instruction est en cours. Mais en tout cas, cette interrogation, pourquoi est-ce qu'il faut attendre 4 jours, c'est-à-dire le 5 janvier seulement, la presse allemande en parle. Comment est-il possible, dans un monde qui va aussi vite que le nôtre, qu'il faut attendre 4 jours pour avoir une information sur un événement d'une telle ampleur? C'est évidemment plus que curieux. Et donc, évidemment, ça nourrit aussi les débats de tous ceux qui disent que, 1, la presse nous ment, 2, ils nous manipulent, 3, ils nous disent pas la vérité, ils n'osent pas dire la vérité. Et donc, ça ouvre le boulevard à toutes sortes de rumeurs, en particulier sur les réseaux sociaux où les gens déversent des tonnes de haine et donc des commentaires qui sont extrêmement dangereux. On va en parler. Jean Bizet, même s'il faut rester prudent, parce que je le disais, l'enquête n'est absolument pas terminée. D'ailleurs, il y a plusieurs enquêtes à la fois au niveau local et puis fédéral. Il faut quand même, et c'est une évidence, il faut aborder ce sujet d'abord pour ne pas le laisser aux extrêmes. Il faut en parler, pas d'omerta, ni médiatique, ni politique. Il y a eu très peu de réactions également en France sur ce sujet. Je pense que nous sommes tous particulièrement embarrassés de cette affaire parce qu'effectivement, il ne faut pas faire d'amalgame. Mais je crois aussi qu'il faut dire que la chancelière a été particulièrement maladroite. Je l'ai dénoncé dès le départ en ouvrant, je dirais, les frontières, en faisant un appel aux migrants. Alors, seule la chancelière sait pourquoi elle a agi ainsi. Mais personnellement, j'ai toujours tendance à considérer que le pire pour un chef d'État, c'est de vouloir être aimé. Alors, si elle a fait ça pour corriger l'image un peu dure qui avait été la sienne au moment du
fameux dossier du Grexit. Je crois que là, aujourd'hui, elle est fortement pénalisée. Et puis, on sait très bien que pour assumer cette tâche nouvelle, il faut créer 6 à 7 000 policiers en Allemagne. Et c'est pas facile de créer tout d'un coup 6 ou 7 000 policiers. Elle a accueilli, l'Allemagne, pratiquement plus d'1 million de réfugiés en très peu de temps. Vous considérez que c'est une faute politique ? C'est une maladresse. Le mot faute est un peu... C'est une maladresse. Elle a voulu réagir avec son cœur au lieu de réagir avec sa tête. Elle avait toujours, pourtant, elle nous avait habitués à réagir avec beaucoup, beaucoup de sang-froid. Est-ce que c'est son passé qui l'a rendu, je dirais ainsi ? Mais je crois que l'Allemagne est aujourd'hui en grande difficulté. L'Allemagne fait face à de nombreux défis, d'ailleurs comme les autres pays européens. Laurent Bouvet, au centre des critiques, on l'a dit, des interrogations en tous les cas. Angela Merkel qui a totalement changé de ton, la chancelière, dont le parti vient de proposer, par exemple, qu'un demandeur d'asile, même condamné à une peine de prison avec sursis, verrait sa demande immédiatement rejetée. Est-ce qu'il va y avoir un avant et un après, y compris en Allemagne ? Oui, mais ce qui s'est passé, ça a été dit, ce n'est pas un attentat terroriste, donc il faut évidemment bien grader, disons, les questions, mais c'est extrêmement grave. C'est un acte, par son ampleur d'abord, qui est quelque chose d'extrêmement particulier. On avait connu ce genre de choses, on pourrait dire, de harcèlement sexuel massif, collectif, par exemple Place Tahrir, en Égypte. Ça rappelle des faits de ce type, mais en Europe, c'est évidemment une première. Et c'est donc un événement extrêmement important, pas seulement pour l'Allemagne. D'ailleurs, il y a eu en Autriche, à Helsinki, des actes similaires, a priori, même si l'on ne sait pas exactement encore tout, bien sûr, dans ces affaires. Il faut rester prudent, mais enfin, ça y ressemble. On ne sait pas si c'est concerté ou pas. Moi, je ne rentre pas dans ces questions, bien évidemment. Simplement, c'est très grave. La deuxième chose qu'il faut dire, ça a déjà été esquissé, c'est que ça remet en cause un certain nombre d'éléments. Par exemple, la différenciation qui a été faite dans le débat sur les migrants, entre les migrants économiques, pour lesquels il fallait garder une frontière quand on entendait certains responsables politiques, et les réfugiés qu'il fallait accueillir. Alors certains voulaient refuser tout le monde, d'autres voulaient accueillir tout le monde, d'autres voulaient faire cette différence entre migrants et réfugiés. Là, on s'aperçoit qu'un réfugié n'est pas en soi, par définition, un bon migrant. Ça remet, deuxième élément, par exemple, en cause également l'idée que, finalement, les migrants et les réfugiés, pour des raisons de guerre, par exemple de Syrie, bien évidemment, au premier chef, aujourd'hui, seraient des gens avec un niveau éducatif important. Ceux qui pourraient partir seraient des gens suffisamment éduqués, qui seraient utiles économiquement. Ça a beaucoup été dit, et d'ailleurs c'est certainement en grande partie le cas si l'on entend les offices qui s'occupent de l'immigration. Mais enfin, il y a aussi, et ça renforce aussi cette idée, qu'à travers ceux qui arrivent, il y a des gens moins éduqués, et en tout cas qui ne sont pas là, vous êtes en train de nous dire qu'il y avait déjà ces réalités dont on n'a pas parlé sciemment, probablement, disons au début, et qui se révèlent au grand jour aujourd'hui. Disons qu'il y a un certain nombre d'éléments de réalité qui sautent aux yeux aujourd'hui, qui ont été soit occultés volontairement, soit mis de côté, disons, sous le tapis pour ne pas le voir, soit manipulés d'une certaine manière, c'était le cas, on l'a dit tout à l'heure, par les partis populistes. Aujourd'hui, on a un certain nombre de faits. Or, ne pas voir le réel, ne pas vouloir dire la vérité, c'est donner raison, c'est donner, disons, la possibilité à ses ennemis politiques, les populistes par exemple, disons-le, de le faire. Or ça, c'est quelque chose que, par exemple, la gauche, allemande bien sûr, mais européenne, française en particulier, auquel elle doit se confronter aujourd'hui. Pour prolonger à ce que vous dites, Laurent Bouvet, en Star, est-ce qu'il y a un sujet qu'on a totalement occulté, ignoré, c'est celui de l'intégration de ces migrants en Europe. Et Angela Merkel, elle a dit, on va les accueillir à bras ouverts, mais quelles sont aujourd'hui vos capacités d'accueil et surtout les capacités d'intégration? Alors, beaucoup dépend d'abord du nombre. Alors, on revient sur ce qui s'est passé depuis cet été. Est-ce que c'est l'appel de Mme Merkel qui a fait venir les réfugiés ou bien est-ce que l'Allemagne, finalement, a réagi au plus pressant en ouvrant les portes lorsque les réfugiés étaient déjà sur le continent européen? Donc, à mes yeux, Mme Merkel n'est pas à l'origine de cette arrivée massive de réfugiés. L'origine, c'est quand même le conflit au Moyen-Orient et l'écroulement du monde arabe, que
qu'il s'agisse de la Libye, après l'intervention en 2011, qu'il s'agisse de l'Irak, de la Syrie, de l'Afghanistan en particulier. Donc la guerre, c'est la guerre qui est à l'origine. Les a orientés vers l'Allemagne davantage. Ensuite, évidemment, dans la mesure où la plupart des pays européens disent non à l'accueil, les réfugiés vont vers le pays, essentiellement la Suède et notamment l'Allemagne, mais aussi l'Autriche, qui ont une attitude différente. Ceci étant dit, je pense que même l'ouverture allemande a créé malgré tout un appel d'air, et je suis d'accord là-dessus. Mais on ne peut pas dire que c'est la position allemande qui a fait venir sur le continent européen des millions de réfugiés. Ça irait trop loin et ça ferait vraiment porter à Mme Merkel un poids de responsabilité historique qui serait écrasant. Donc la réalité est sans doute quelque part entre les deux. Ceci étant dit, les réfugiés continuent d'arriver par 3000 milliers par jour, 3000 ouais. par jour. Et donc évidemment, les capacités d'accueil, pour répondre à votre question, ne sont pas suffisantes en Allemagne. Donc pour l'instant, on les distribue sur l'ensemble du territoire, mais on n'a pas les logements. Pour l'instant, on a peut-être encore les emplois. On en trouve, malgré la situation. Il est frappant ce discours, pardonnez-moi. Oui, il y avait donc un manque d'emploi et ils vont répondre à cette attente-là. Mais ce qui est incroyable, c'est que derrière, évidemment, il fallait ces capacités d'accueil et d'intégration. Ça paraissait tellement évident parce qu'il y a des différences et il faut les assumer. Et on se rend compte qu'un grand pays comme l'Allemagne ne l'a pas anticipé comme d'autres. Hein. Ils ne sont pas les seuls, mais... Je ne pense pas qu'on pouvait anticiper ce qui s'est passé depuis le mois de septembre. En tout cas, pas de cette ampleur-là. Maintenant, on le peut dans le temps qui va venir. Mais en tout cas, pour l'instant, ils y arrivent malgré tout. Hein. Il n'y a pas eu de situation chaotique. L'hiver est arrivé, ils ne vivent pas dans les tentes. Hein. Peut-être mis à part quelques individus, mais pour l'essentiel, ils ont un logement à peu près décent. Ils ont un peu d'argent. Donc pour l'instant, ils survivent correctement. Et alors, Jean Bizet, vous vouliez réagir mais... Oui, je voudrais réagir. Je suis tout à fait d'accord avec votre analyse. Je crois qu'on ne peut pas faire porter à Mme Merkel, à la chancelière, le fait, si vous voulez, que simplement son ouverture a généré tout cela. Ceci dit, ce type de politique demande du temps, demande des moyens. Et je me souviens malgré tout qu'il y a quand même quelques années, lorsque la France et l'ancien président de la République avaient parlé d'une politique euro-méditerranéenne, au moment où on commençait à s'intéresser, entre guillemets, à la Libye, l'Allemagne n'a pas voulu concourir dans cette politique. Or, on voit bien aujourd'hui, c'est ce résultat du sommet de La Valette, que de toute façon, la politique d'accueil et d'intégration, oui, mais la politique de fixation de ces populations dans leur pays d'origine, c'est quand même un peu mieux. Et que ce qui a été décidé à La Valette, avec quand même certaines sommes d'argent, de mémoire 1,8 milliard, bon, eh bien, on a quand même beaucoup de difficultés à faire comprendre à un certain nombre de chefs d'État de pays africains qu'il faut jouer le jeu. Il y a aussi un pacte de co-responsabilité en la matière. On ne peut pas dépenser autant d'argent. Les différents États membres, plus l'Union européenne, c'est 60 milliards d'aide au développement. Il faut savoir que ces pays, on ne pourra pas les aider s'ils ne veulent pas coopérer. Donc, je crois que il faut reprendre cela avec beaucoup de recul. Mais encore une fois, je regrette, si vous voulez, la décision de l'Allemagne qui, unilatéralement, a envoyé un message, appel d'air, qui s'est transformé en courant d'air. Maintenant qu'on est face à cette réalité, à ce défi, Laurent Bouvet, quel discours? Parce que les mots sont importants. On n'a quand même pas entendu de voix très forte dénoncer ces agressions massives, que ce soit en Allemagne ou ailleurs. Est-ce qu'on est coincé, justement, entre... l'image de ces réfugiés et de ces réfugiés qui fuient la guerre, il faut le rappeler, ça c'est très important. Et puis ce qu'on dit, pas d'amalgame, mais à force de dire pas d'amalgame, il n'y a pas de débat et on ne parle pas des vrais sujets. Oui, enfin, c'est le point de départ, le fait de ne pas vouloir dire simplement, reconnaître que dans cette masse importante de migrants, de gens qui fuient les conflits, qui sont rejoints aussi depuis les Balkans par des gens qui ne fuient pas des conflits mais cherchent un meilleur avenir économique. Hein, on sait qu'aux frontières de l'Union dans les Balkans, il y a beaucoup de réfugiés, j'ai fait justement cette erreur de migrants économiques qui rejoignent aussi le flot avec les réfugiés. Mais on sait que dans cette masse, il n'y a pas que... des familles sympathiques, volontaires, ouvertes, qui ont, comme je le disais tout à l'heure, un haut niveau de qualification et que tout va bien se passer parce que le monde est formidable et tout le monde... Non.
on a vu dans les attentats terroristes qu'il y avait disons, une porosité qui pouvait laisser passer. Ce n'est pas, évidemment, l'immense majorité des migrants. Certains hurlaient à la simple évocation du lien parce qu'il y a d'autres filières d'entrée. Il n'y a pas que les voies des migrants, mais ça facilite aussi. On le voit pour aujourd'hui des jeunes gens qui n'ont pas forcément les mêmes habitudes culturelles, les mêmes mœurs, et qui n'ont pas la même relation aux femmes, par exemple, dans ce cas précis. Voilà, donc tout n'est pas tout rose. C'est-à-dire que ce monde qui est un monde de chaos, de guerre, de terrorisme, de difficultés, de chocs, non pas des civilisations, mais de chocs culturels sur des populations extrêmement différentes qui se retrouvent dans des situations compliquées et à devoir vivre ensemble. On pourrait aussi parler de ces camps que nous avons en France, dans le nord de la France, où les gens vivent dans des conditions qui sont indignes. Du pays dans lequel nous sommes. Bon, tout cela montre qu'il y a des difficultés. Si on se voile la face pour des raisons d'humanisme traditionnel, de droits de l'homme, parce qu'il faut accueillir toute la misère du monde, etc., ou si de l'autre côté, on se voile la face en disant effectivement, parce que c'est une autre manière de se voiler la face, hein, j'insiste là-dessus, de toute façon tous ces gens sont des terroristes potentiels ou tous ces gens sont des agresseurs potentiels, nous sommes différents, il y a des civilisations différentes, chacun chez soi, etc., on n'y arrivera pas. Donc il faut que le débat soit ouvert, il faut dire les choses, il y a eu des agressions de femmes, c'est inqualifiable, insupportable, ça ne peut pas exister, car l'égalité entre l'homme et la femme, et je dirais même la liberté des femmes de se promener dans la ville, dans l'espace public, comme elles le souhaitent, est un des droits fondamentaux, un des fondements de notre société. Donc ceux qui viennent doivent impérativement l'accepter. S'ils ne l'acceptent pas, ils ne peuvent pas faire partie de cette société. Mais tout cela en Stark intervient au moment où en Europe, eh bien, les frontières se rétablissent. Et certains même disent les murs s'érigent. Est-ce que tout cela va constituer un avant et un après par rapport au discours de Madame Merkel? On a quand même en tête le discours du Nouvel An qui était d'ailleurs frappant avec celui de François Hollande, hein, qui parlait d'un défi qui est très rapidement passé sur les réfugiés et les migrants, alors qu'Angela Merkel a dit « Je dis merci aux Allemands de les avoir accueillis ». C'est toujours valable bien sûr, mais est-ce qu'il va y avoir un changement de braquet? Oui, je ne pense pas que ça va changer immédiatement, en tout cas je l'espère. Imaginez un instant une Allemagne se comportant comme la Hongrie, érigeant un mur de barbelés de fer le long de ses frontières. Imaginez en même temps, je ne sais pas, 1 million de réfugiés errant sur le continent européen, coincés entre les Balkans, entre les pays d'Europe. La situation serait pire, c'est ce que vous dites. Elle serait absolument intenable. Oui. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'Allemagne a ouvert ses portes au mois de septembre. Parce qu'autrement, on les aurait vus errer, mais littéralement errer et mourir, sans doute, pour une grande partie d'entre eux, quelque part dans des no man's land, entre différents pays, ballottés. Bon, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour les dissuader de venir en Europe. Hein, c'est un peu cynique, mais en même temps, et ça c'est un autre point de débat allemand, est-ce qu'on peut se réjouir dans un monde mondialisé, l'Allemagne est en faveur de la mondialisation, de l'échange des biens, des services, des capitaux, et dire « ah mais pas les hommes ». C'est un vrai débat. Les échanges des hommes, même si ce sont des hommes qui viennent des pays arabes, fait partie de la mondialisation. Donc c'est un tout. On ne peut pas fermer les frontières. Et la fermeture des frontières, c'est d'un point de vue allemand vraiment une catastrophe. Peut-être un deuxième aspect des choses pour revenir un tout petit peu en arrière, ce qui est peut-être positif dans tout ce qui vient de se produire, c'est que nous avons en Allemagne aujourd'hui un vrai débat qu'on n'avait pas auparavant sur l'islam, sur la sexualité de l'islam, sur le rôle de la femme dans l'islam, sur le rôle de l'homosexualité dans la société arabe. Donc c'est-à-dire on commence à s'intéresser à des questions qui sont propres à l'islam et que l'Allemagne, qui n'était pas braquée sur ce monde-là, a toujours totalement ignoré. Et là, avec une rapidité qui est absolument extraordinaire, commence à se poser des questions qui sont vraiment intéressantes. Et là, du coup, on a un débat, hélas, encore un peu entre quelques intellectuels, mais je pense qu'il va être beaucoup plus large. Et vous dites que c'est salutaire d'aborder toutes ces questions. C'est très salutaire, parce qu'on ne peut pas accueillir des millions de personnes sans s'intéresser à eux. Oui, moi je crois que je pense qu'on peut tous être d'accord avec ce que viennent de dire nos deux interlocuteurs. Je crois qu'il faut avoir l'honnêteté de considérer, de regarder les choses avec beaucoup d'objectivité et d'honnêteté. Ce qui s'est passé est littéralement inacceptable et devra être sanctionné. Mais ceci est aussi l'onde de choc d'erreurs de diplomatie, tant de nos amis américains que de l'Europe. C'est un échec largement partagé. On a, bien sûr, on a
accueilli très tardivement la proposition de la Russie de faire un front commun en Syrie, mais d'un autre côté, sur plus de millions d'immigrés qui sont venus dans le territoire européen depuis 2015, il y a pratiquement 86 nationalités, très majoritairement près de la moitié des Syriens, si vous voulez. Mais ceci, ça c'est une des ondes de choc. C'est une véritable mosaïque de différences, de cultures. Et l'autre onde de choc, c'est le fait que les véritables valeurs de l'Union, depuis un certain nombre d'années, on les avait laissées, je dirais, s'effilocher en quelque sorte. Il faut revenir aux fondamentaux. Le fait d'ériger des frontières ici ou là, c'est prévu dans le code de Schengen. Ça doit être transitoire. Ouais, transitoire, plus dur, comme on dit pour le moment. Transitoire, et j'espère qu'on va revenir à quelque chose de beaucoup plus constructif demain. Et messieurs, restez avec nous. On va évidemment parler, parce que c'est l'actualité de l'attentat suicide à Istanbul, en Turquie. C'est tout de suite, et c'est l'analyse ce soir. Et sur ce sujet, notre compagnie, le journaliste et responsable du service Monde auprès de Libération, Marc Semo, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors après cet attentat suicide, il y a bien sûr l'effroi, évidemment, mais plus de surprises, comme l'Égypte, avec l'avion détruit au-dessus du Sinaï, comme la Tunisie. Après l'attaque sanglante sur une plage de Sousse, la Turquie est l'une des cibles de Daesh, et en particulier les touristes du pays. Oui, c'est une des cibles déjà depuis un certain temps. Je rappellerai simplement qu'en octobre, il y a eu un attentat à Ankara, qui visait une manifestation de la gauche et des Kurdes, qui a fait 103 morts, qui est l'attentat le plus sanglant qu'il y a eu dans l'histoire de la République turque. Donc la Turquie a longtemps été, pour le moins, ambiguë vis-à-vis des djihadistes, qu'elle a longtemps considéré comme le meilleur combattant possible pour renverser le régime de Bachar el-Assad. Ensuite, elle s'est méfiée de l'État islamiste, mais a sous-estimé le danger. Bon, elle a payé, elle paye maintenant encore ses retards pris dans la lutte antiterroriste. C'est évidemment une cible. Ils visent le tourisme. Pourquoi? Parce que, exactement comme pour l'Égypte, c'est une des grandes ressources du pays, voilà. Mais ils ne visent pas que les touristes. Mais en visant les touristes, il s'agit d'affaiblir, de mettre à genoux ce pays, comme ils essayent de le faire avec l'Égypte, comme ils essayent de le faire avec la Tunisie. C'est l'une des ressources majeures. Absolument. Mais ce qui est aujourd'hui particulièrement préoccupant en Turquie, c'est qu'il n'y a pas que cette question du défi djihadiste. La Turquie est de plus en plus gagnée par les métastases du conflit syrien. C'est devenu une vraie poudrière. On pourrait même dire que c'est la poudrière de l'Europe. Parce que, pour des raisons en grande partie électoralistes, Recep Tayyip Erdogan, le président, pour faire gagner à son parti la majorité en novembre, qu'il avait plus ou moins perdu en juin, a clivé au maximum, a joué la carte nationaliste, a rallumer le conflit avec les Kurdes. Ceux-ci, le PKK, les rebelles kurdes turcs donc du PKK, voient aussi que le moment est parfait pour eux. Leurs alliés kurdes syriens sont aujourd'hui les seuls combattants au sol présents, qui est appuyé par la coalition. Donc c'est un moment historique dans l'espoir de créer un ou des Kurdistans. Et donc ce conflit kurde devient de plus en plus dur. Il faut voir qu'aujourd'hui, il y a des grandes villes du sud-est de la Turquie, à commencer par Diyarbakir, la capitale régionale, dont des grandes parties sont des zones de guerre, avec des couvre-feux qui parfois durent depuis un mois. Il y a des milliers et des milliers de gens qui fuient les combats. Donc la Turquie, une partie de la Turquie est déjà en guerre civile. Et en même temps, les Européens, comme les Américains, sont plus conscients que jamais de l'importance stratégique de la Turquie. D'abord pour la question de l'immigration. La Turquie en accueille 2 200 000, voire même 2 500 000, beaucoup plus que toute l'Europe. Et les Européens tendent la main à la Turquie en échange de son engagement à essayer de freiner ce flot. Mais il ne faut pas rêver. Mais Marc Simon, on va parler. Il y a eu quand même un accord. Avec un accord d'ailleurs qui a été conclu 3 milliards d'euros. Très rapidement, notamment par l'Allemagne. Mais l'Europe met beaucoup de pression en ce moment, justement, sur Ankara. Beaucoup de pression pour retenir, comme on dit, entre guillemets, fixer ces migrants. Donc là encore, c'est un autre défi que ce pays doit affronter, déjà très fragilisé par tout ce que vous nous dites. Et c'est un autre aspect de cette poudrière, parce que la Turquie, quelle que soit sa bonne volonté pour essayer de bloquer le frelot de migrants, n'y arrive pas. Ces migrants rêvent de l'Europe. Et évidemment, ce qui est en train de se passer maintenant en Turquie, avec cette situation de quasi-guerre civile dans les zones kurdes du sud-est, où vit la majorité des quelques 15% de Kurdes du pays, etc., évidemment, incite les réfugiés syriens à partir. Vous avez déjà connu une guerre, vous n'avez pas envie d'en connaître une seconde. Donc tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, peuvent partir, veulent partir. Oui, d'ailleurs, Jean Bizet, on a souvent dit et dénoncé à juste raison, au départ, l'attitude double et trouble d'Erdogan à l'égard de l'État islamique. Aujourd'hui, son pays est clairement aussi l'ennemi des djihadistes de Daesh. Plus, il y a tous ces défis intérieurs que vient d'évoquer Marc Semo. Aujourd'hui, mais il y a quelques jours encore, on savait très bien que la frontière était d'une extrême porosité
avec la Syrie et que, comment dirais-je, les djihadistes retiraient une grande partie de leurs revenus avec du commerce, je dirais, du pétrole ou des commerces, je dirais, d'œuvres d'art. Les djihadistes, le pétrole vendu par l'État islamique, la plus grande partie, était acheté par le régime d'Assad. Et le seul homme actuellement inculpé par l'ONU pour ça est un russo-syrien. Donc, si vous voulez, oui, la Turquie avait de la contrebande, comme il y en a toujours eu. Contrôler 900 km de frontières n'est pas toujours évident. Mais de fait, l'État islamique a commercé avec tout le monde, y compris d'ailleurs avec les Kurdes et avec les Turcs. Et oui, il y a eu pendant longtemps une espèce d'ambiguïté, mais qui était moins vis-à-vis de l'État islamique en tant que tel que vis-à-vis des djihadistes, qui sont, alors ces djihadistes avec toute la palette, qui sont ceux aujourd'hui qu'on essaie de voir qui dans ces groupes est réinsérable dans un processus négocié. Alors des bouts d'Ahrar al-Sham, alors Al-Nusra c'est quand même Al-Qaïda, pas question, mais Ahrar al-Sham pourquoi pas. Donc il y a toute cette palette des djihadistes. Effectivement, les Turcs là-dessus, mais comme les Français ont longtemps considéré, jusqu'à encore très peu de temps, que la priorité des priorités était le renversement de Bachar el-Assad et que on tout l'a était souvent bon pour entendu. arriver à Et ça. puis il y a eu un changement, un déclic, un changement de paradigme. Mais je retiens ce que vous avez dit, Marc Semo, c'est une poudrière aux portes de l'Europe. Mais pas aux portes, dans l'Europe. Dans l'Europe. Parce que d'abord, la Turquie géographiquement... Dans l'Europe, parce que la Turquie d'abord fait partie du Conseil de l'Europe. La Turquie est un pays candidat qui a commencé des négociations d'adhésion depuis octobre 2005. En tant que pays qui a commencé des négociations d'adhésion qui viennent d'être relancées par Bruxelles, la Turquie participera désormais, il y aura 2 ou 3 sommets annuels Turquie-UE, et la Turquie sera présente en tant qu'observatrice à tous les sommets européens. Oui, tout en sachant, vous savez bien, les nouvelles conditions pour intégrer un 29e État membre. On sait très bien qu'il faut un vote à l'unanimité. Ça ne pourra pas se produire dans le cadre d'une candidature de la Turquie. Mais si vous voulez, on a manqué là aussi de clarté depuis un certain nombre d'années lorsqu'on a accepté l'ouverture d'un certain nombre de chapitres. Manque de clarté d'un côté comme de l'autre. Et aujourd'hui, en disant que la situation actuelle de la Turquie, c'est aussi le fait que l'Europe n'a pas tenu ses engagements. C'est-à-dire qu'on a fait un 2 poids 2 mesures et que contrairement aux autres pays candidats, on a tout de suite fait comprendre lourdement aux Turcs qu'ils n'étaient pas des candidats comme les autres. Et aujourd'hui, avec la dérive, si vous voulez, du président Erdogan, on sait très bien, si vous voulez, que la Turquie est plus éloignée que jamais des standards et des valeurs de l'Union européenne. Ceci étant, nous sommes obligés véritablement de travailler avec, ne serait-ce que pour gérer humainement ces 2,5 millions de réfugiés qui sont sur son territoire, sur lequel il est bien évident que l'Europe doit être partie prenante. Merci beaucoup. Mais ce que j'ai peur, c'est que la Turquie, précisément, se serve de cet élément pour ouvrir ou fermer tout doucement, précisément, ce que j'appellerais un robinet, ce qui est on aura l'occasion d'en parler. Merci beaucoup, messieurs, pour ce débat et cette analyse. Marc Semo, merci à vous. Il est 22h30, passez tout de suite les repères de l'actualité. C'est avec Paul Bouffard. « 79 130 demandes, c'est le chiffre du jour, celui des demandes d'asile enregistrées en France en 2015. Une hausse de 22% sur un an, mais bien en dessous du chiffre de plus d'1 million en Allemagne. Et toujours en matière de crise migratoire, la délégation aux droits des femmes du Sénat a visité hier la lande de Calais, ce campement où s'entassent plus de 4000 migrants, parmi eux de nombreuses femmes. Pour les sénateurs, le constat est sans appel. Reportage de Marie Brémaud. Ce sont des images que l'on n'imagine pas en France. 4200 migrants s'entassent ici dans des abris de fortune. Les jours de pluie comme aujourd'hui, la boue s'infiltre partout. Quelques points d'eau, des toilettes mobiles et Médecins du Monde qui sillonnent les allées. C'est un bidonville qui ne cesse de grossir aux portes de Calais. Je suis complètement effarée par les conditions d'accueil sanitaire, même si il y a ici des associations qui œuvrent pour restaurer de la dignité à ces personnes. Mais le problème est immense, le nombre considérable. Donc je pense à eux, je pense au froid, à l'humidité permanente. Voilà, et je pense aux maladies qui ne vont pas manquer de survenir. Bon, déjà, on nous parle de tuberculose, d'une grosse épidémie de gale. Enfin, je pense que plus personne en Europe ne peut ignorer la situation de ce camp. Qu'ils soient afghans, érythréens, iraniens, syriens, ici ce n'est qu'un lieu de passage, une étape dans leur périple éprouvant. Ils rêvent de l'Eldorado anglais,
comme Agine qui a fui l'Irak avec son mari et ses 2 filles en camion il y a 4 mois. You don't want to stay in France? You want to go to England? بدكم تضلوا حابين تضلوا بفرنسا ولا بدكم تروحوا على بريطانيا؟ حابين نطلع انجلند. Why? ليش؟ والله إنه قرايبنا كلهم هناك. relatives or cousins, family. They have many families. Mais avec la multiplication des contrôles, il est de plus en plus difficile de traverser la Manche. Le provisoire a donc tendance à s'installer. Dans ce bidonville, eh bien, on voit que la vie reprend le dessus avec des petits restaurants, avec des gens qui fabriquent du pain, avec des gens que l'on voit accroupis autour d'une tasse de thé, qui essayent de créer une certaine normalité dans ce qui ne l'est certainement pas. Pour ces femmes et ces hommes, l'avenir meilleur se trouve en Angleterre. La traversée de la Manche se négocie entre 5 000 et 10 000 euros. Mais la frontière est quasiment devenue infranchissable. En quelques mois, autour du port et le long des voies ferrées, des kilomètres de grillages et de barbelés ont poussé. Et il y a quelques jours, la maire Les Républicains de Calais, Natacha Bouchard, a annoncé qu'elle quittait son mandat de sénatrice. Ce matin, elle faisait ses adieux au groupe sénatorial. Toujours au Sénat, soupçon de détournement à l'ex-groupe UMP. La cellule anti-blanchiment de Bercy a signalé à la justice une série de transactions financières effectuées entre 2012 et 2015. Mise en cause, Jean-Claude Gaudin, l'ancien président du groupe, s'explique au micro de Jérôme Rabier. Des virements d'argent suspects provenant du compte du groupe UMP vers ceux de parlementaires. C'est l'information du site Mediapart qui révèle que Tracfin, le service anti-blanchiment du ministère des Finances, a transmis un rapport à la justice sur cette affaire. Premier bénéficiaire de ces virements, le sénateur maire de Marseille Jean-Claude Gaudin, qui aurait perçu 130 000 € entre mi-2012 et mi-2015. Un simple remboursement de frais avancés pour l'ancien président du groupe UMP. J'ai toujours engagé ces frais avec, bien entendu, des justificatifs. Et par conséquent, quand j'ai quitté mes fonctions à l'automne 2014, le groupe a bien fait la radioscopie des comptes et m'a donné quitus. Mais d'autres parlementaires auraient bénéficié de virements selon Mediapart sans que l'on sache s'il s'agit du compte officiel du groupe ou d'un autre compte ouvert à la banque HSBC au nom du groupe UMP, mais qui était en fait géré par seulement une poignée d'élus. Et en tous les cas, depuis octobre 2014, et que le groupe des Républicains est constitué, ça n'est pas un compte que nous gérons. Voilà. Donc là-dessus, il n'y a rien de nouveau. Et encore une fois, que la justice fasse son boulot et le plus vite possible, parce que tout ça n'a que trop duré. Les comptes du groupe Les Républicains sont désormais certifiés et les règles de fonctionnement clarifiées. La justice saisie de ces dossiers devra dire jusqu'à quand et à qui ces pratiques ont profité. Sachez encore que c'est Patrick Ollier qui représentera le parti Les Républicains dans la course à la présidence du Grand Paris. Dans une primaire, le député maire de Rueil-Malmaison a été préféré à Gilles Carrez, maire du Perreux-sur-Marne. À l'UDI désormais de choisir son candidat. L'élection finale aura lieu le 22 janvier. On passe au deuxième débat de ce soir. Mercredi, les sénateurs débattront d'idées inédites pour lutter contre le chômage de longue durée. On en parle, Sonia, avec vos invités. Est-ce un plan de plus, une initiative, encore une, pour tenter d'enrayer le chômage de longue durée? Peut-être, mais le dispositif dont nous allons parler ce soir mérite qu'on s'y attarde. Inspiré par l'association ATD Carmonde et soutenu par des parlementaires de tous bords, ce dispositif qui s'appuie sur l'économie solidaire vise à expérimenter des territoires zéro chômage de longue durée. Il s'agit de redonner un travail et de retrouver le lien social et la dignité, bien sûr. Alors, quels sont les moyens, les acteurs? Le débat avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, le rappel des faits, c'est avec Mounir Soussi. Il fallait y penser, proposer un CDI aux chômeurs de longue durée pour favoriser le retour à l'emploi. L'idée née dans le monde associatif est basée sur le calcul suivant. Utiliser les fonds publics destinés à soutenir les chômeurs pour financer un emploi à longue durée. Le dispositif est différent des contrats aidés classiques, limité dans le temps. Le CDI, c'est très important dans la tête des personnes parce que dès l'instant où on a un CDI, voilà, on commence à se projeter, on se dit ça y est, j'ai un emploi stable. Les emplois seront concentrés dans le secteur de l'économie sociale et solidaire. Dans un premier temps, l'expérimentation durera 5 ans dans 10 territoires volontaires, puis sera étendue si les résultats sont au rendez-vous. Le projet, soutenu par un fonds alimenté par l'État, les régions et les départements, devrait coûter 40 millions d'euros par an. À terme, il devrait permettre une économie de 15 000 € par an et par chômeur.
Son entrée en vigueur est prévue pour septembre 2016. Et on en parle avec nos invités ce soir. Claire Hédon, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes la présidente de l'association du mouvement ATD Quart Monde. Merci d'être avec nous. Hervé Chaperon nous accompagne. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous avez été directeur général adjoint de Pôle emploi, auteur notamment d'un ouvrage remarqué à charge qui s'intitulait Autopsie d'un naufrage. Absolument. Avec nous ce soir, Philippe Mouillet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur Les Républicains des Deux-Sèvres et votre département fait partie de l'expérimentation du dispositif dont nous allons parler ce soir. Contre le chômage, madame, messieurs, a-t-on tout essayé? Vous répondez clairement non, bien sûr, Claire Hédon. Il y a cette initiative dont on va parler en détail, mais d'abord, qui a eu l'idée? Qui est à l'origine de ce projet? Alors très clairement, c'est Patrick Valentin qui a eu cette idée, qui est un entrepreneur qui a fait beaucoup, travaillé beaucoup dans le domaine justement social, d'entreprise solidaire, et qui a eu cette idée depuis longtemps, qui a d'abord, je dirais, cherché à nous convaincre, nous, à l'intérieur du mouvement, et puis après, on est allé prendre notre bâton de pèlerin, lui aussi, pour essayer d'aller convaincre des parlementaires, Laurent Grand-Guillaume, qui a déposé cette proposition de loi, parce qu'on est absolument convaincu qu'il fallait passer par une loi pour pouvoir démarrer cette expérimentation sur la durée. Parce que clairement, il va falloir là 5 ans d'expérimentation pour voir ce que ça donne sur 10 territoires. Après, on veut étendre à 100 territoires sur les 5 prochaines années. Et donc, pour ça, c'est important de passer par la loi. Et l'autre point important, et vous l'avez évoqué tout à l'heure en le présentant, c'est la question que ce soit passé à l'unanimité à l'Assemblée nationale. Et très honnêtement, on espère demain soir au Sénat que ça passera aussi à l'unanimité. Alors, les détails. Il s'agit d'une expérimentation pendant 5 ans, dans 10 micro-territoires volontaires. On embauche Hervé Chaperon en CDI. Payés au SMIC, des chômeurs de longue durée. Ils vont travailler dans des services ou des activités qui sont malheureusement délaissées. Avant d'entrer dans les détails, vous entendez ce qui peut être dit, Hervé Chaperon, souvent on dit un plan, encore un plan. Est-ce qu'il y a une forme de résignation ou de défiance à chaque fois qu'on sort une nouvelle mesure pour lutter contre le chômage? Absolument. Et l'intérêt d'un tel projet, c'est qu'il est en complète rupture avec ce qui s'est fait depuis 30 ans. Depuis 30 ans, on a pris le chômage avec un traitement social. Demain, ça ira toujours mieux. Enfin, je ne vais pas vous égrener les paroles, excusez-moi, mais des politiques sur où François Mitterrand a tout essayé, ou le bout du tunnel de Jacques Chirac, Pôle emploi qui, en 2008, selon Laurent Wauquiez, tout jeune secrétaire d'État à l'emploi, devait créer le plein emploi en 2012. Bon, j'aurais pas la cruauté de rappeler les chiffres. On a toujours conçu la politique de l'emploi, qui coûte quand même par an 100 milliards, excusez du peu, comme quelque chose de général, national, le grand paquebot, voire le tanker, et ce qui est, j'allais dire, valable à Lille est valable à Biarritz, et on en voit donc les résultats. Vous dites stop à la centralisation, donc, le pouvoir au territoire. On a encore dernièrement laissé passer l'occasion avec la loi NOTRe et avec les nouveaux pouvoirs donnés aux régions, en particulier la prescription de la formation, on aurait très bien pu régionaliser Pôle emploi. Oui, c'est passé à deux doigts, le gouvernement s'y est refusé. Oui. Et je pense que face à un projet comme ça, qui encore une fois est une rupture, si on avait régionalisé Pôle emploi, je pense que ça aurait facilité les choses. Alors il y a des limites, je me ferai tout à l'heure l'avocat du diable, mais d'abord, comment ça se passe sur le terrain? Philippe Mouillet, dans votre département, je crois que c'est une ville particulière où c'est expérimenté. Comment ça se passe? Oui, tout à fait. Alors c'est la ville de Mauléon, donc dans le nord du département. Alors d'abord, je crois qu'il y a une mobilisation de tous les acteurs de terrain, à la fois les élus locaux, mais également les acteurs sociaux et les entreprises. Et je crois que c'est un point essentiel. Donc c'est bien une initiative, un projet qui est porté par le territoire et le terrain. Et puis donc on est au démarrage, puisque pour l'instant, la Maison de l'emploi du territoire a été mobilisée comme coordonnateur de l'expérimentation. Ils viennent de faire le tour des chômeurs de longue durée, à peu près 200 sur cette commune, pour avoir d'abord analysé, voir quelles étaient les personnes intéressées et surtout les volontaires pour participer. Un tiers des demandeurs d'emploi de longue durée ont accepté, et donc aujourd'hui on est dans cette démarche-là. Et en sachant que pour aller plus loin, maintenant ils attendent avec impatience le résultat du vote de demain et donc l'approbation de la loi. Alors on va être précis, Claire, on va prendre un exemple. Supposons que je suis un commerçant dans l'un de ces territoires, disons en Meurthe-et-Moselle ou encore dans les Bouches-du-Rhône, et que j'ai pas les moyens d'embaucher. J'ai pas les moyens d'embaucher quelqu'un en plus, mais j'ai quand même besoin d'une personne.
Comment ça se passe? Alors, en fait, c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. Philippe Mouillet a dit quelque chose de très intéressant, c'est que ça part du territoire et ça part d'une entente entre les personnes. En fait, le principe, c'est qu'il y a la création d'un comité de pilotage sur le territoire. L'exemple de Mauléon, mais il y a d'autres territoires. Il y a donc, pour l'instant, il y aura 10 territoires en tout. Il y en a 5 qui déjà ont bien avancé. Sur ce territoire, on crée un comité de pilotage qui réunit à la fois des élus, Pôle emploi, les artisans, les commerçants, les entreprises, les entreprises ça ressemble à une d'insertion. usine à gaz. Pas du tout. Parce que justement, vous allez voir que ces gens-là sont capables de travailler ensemble, ont envie de travailler ensemble pour un même but qui est la lutte contre le chômage de longue durée. Et donc, sur ce territoire, il y a ce comité de pilotage, il y a une entreprise à but d'emploi qui est créée. On est tous d'accord pour dire qu'il y a des travaux qui sont utiles à la société, qui n'ont pas de valeur marchande suffisante, mais qui amélioreraient la vie quotidienne dans la société. Plein de choses dans le domaine de l'environnement, d'aménagement de jardins partagés, de chemins de grande randonnée, de nettoyage de forêts, de nettoyage de rivières qui seraient indispensables et utiles, mais qui n'ont pas une valeur marchande suffisante. Donc ces entreprises à but d'emploi emploient l'ensemble des chômeurs de longue durée qui le désirent. C'est important, cette exhaustivité, parce que c'est ça qui aussi nous permettra de dire qu'est-ce que ça change sur un territoire si l'ensemble des chômeurs de longue durée sont embauchés, qu'est-ce que ça change en termes de cohésion sociale, du vivre ensemble. Et donc, ce comité de pilotage va être garant que cette entreprise va bien faire des emplois qui ne vont d'abord pas prendre du travail aux entreprises, être vraiment... Pas de concurrence, donc exactement, être vraiment utile à la collectivité. Donc, c'est pas, je dirais, un commerçant qui va embaucher quelqu'un, c'est plutôt une entreprise globale ou une entreprise d'insertion qui va créer cette entreprise à but d'emploi. Mais ça ne marchera que si, et c'est bien pour ça qu'il faut que ça parte des collectivités, ça ne marchera que si les gens s'entendent entre eux. C'est très clair. Et sur les 5 territoires... C'est un principe de base pour tout, oui. Oui, pour tout, et particulièrement là-dessus. Oui, bien Parce sûr. que si on veut qu'il soit garant, ce comité de pilotage, à la fois de proposer des travaux qui sont utiles à la société et de ne pas prendre d'emploi et de ne pas piquer d'emploi, je dirais, aux autres entreprises, il va falloir s'entendre. Moi, je comprends bien votre enthousiasme. Mais pourquoi les syndicats, ils sont très, très frileux? Je cite par exemple la CGT, Hervé Chaperon, ça vous fait sourire. C'est dommage qu'il soit... Je ne suis pas représentant de la CGT. Non, je cite la CGT et je vous fais réagir. Ils disent attention, il y a un risque de susciter, et là c'est quand même assez grave, de faux espoirs auprès de ces chômeurs de longue durée. On va leur dire oui, on va vous donner un emploi, et finalement ce sont des emplois un peu qu'on crée, quoi. Ce sont des activités, comme vous le dites, dans des secteurs délaissés. Oui, alors l'inquiétude des syndicats, elle porte aussi sur la question de la liberté de choix, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit contraint, cet emploi. Ça nous paraît à tous très important. C'est vrai qu'on est quand même soutenu, par exemple, par la CGT au niveau national, quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a quelques réticences et quelques craintes. Oui, également, oui, il y a quelques réticences, mais écoutez, c'est quand même au CESE, ça a aussi été voté à l'unanimité, donc les syndicats l'ont aussi voté. Donc, oui, il y a quelques craintes et ils ont raison aussi d'alerter sur ce qui peut être compliqué. La question des faux espoirs, c'est aussi ce qu'évoquait Philippe Mouillet à l'instant, c'est que maintenant il faut démarrer. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans tous ces territoires entre 100 et 200 chômeurs qui sont sur les starting blocks pour démarrer et que là il faut démarrer. Donc c'est pas créer de faux espoirs. Là, sur les 5 ans qui viennent, ces gens-là vont être en CDI. Pour l'instant, c'est pas... Hervé Chaperon, oui, les réticences des syndicats, elles sont toujours là. Ça, vous les avez connues déjà oui, quand bien vous sûr, étiez à Pôle emploi, c'est pas nouveau. sont là. Mais enfin, en préalable, un chiffre. Le chômage de longue durée, alors je ne vais pas entrer dans les détails entre le calcul de Pôle emploi et le calcul du BIT, mais c'est 40% désormais, des chômeurs. Le chômage de longue durée progresse beaucoup plus vite que le chômage en général et on atteint, quels que soient les chiffres, entre 1,5 million et 2 millions de personnes. Le chômage de longue durée, ça a des conséquences dont personne ne parle. Il y a, en termes de suicide, dans les chômeurs de longue durée, la moitié en nombre des accidents de la route. Ah oui. Donc, ce n'est pas anodin. C'est énorme et c'est un facteur de rupture si vous voulez, terrible. Qu'on émette des réserves, on peut peut-être les comprendre, mais quand on voit le vertige que suscitent certains chiffres, très franchement, ça serait très dommageable de ne pas tenter. Alors, je peux vous interrompre, et ça coûte à la société quand même, ça coûte 33 milliards d'euros par an à l'État, ce chômage de longue durée. Donc on pourrait peut-être utiliser cet argent différemment. Et c'est quand même de ça qu'on est parti sur cette expérimentation. 3 milliards d'euros, c'est le coût des contrats aidés par an. Mais alors, on va parler du financement. Encore un élément, parce que vous dites évidemment que
ces chômeurs de longue durée sont en rupture sociale et qu'il y a tout un problème de perte de dignité. Il y a également l'autre aspect, Philippe Mouillet, parfois il est évoqué dans votre camp ou ailleurs, ceux qui dénoncent des chômeurs qui ne veulent plus parfois, après des années, c'est une réalité aussi d'inactivité, de rentrer de nouveau dans ce cycle-là. Il faut bien préciser que c'est du volontariat. Oui, c'est du volontariat et je crois qu'on se rend compte sur le terrain finalement qu'on a tous les cas de figure. On a à la fois, et les chiffres sont intéressants, finalement une majorité de chômeurs dans longue durée qui sont vraiment dans une démarche avoir une volonté de pouvoir retrouver un emploi. La difficulté, c'est quand vous êtes longtemps sans activité, eh bien le processus est complexe. Il faut avant tout commencer d'abord à faire un accompagnement social. Il faut simplement apprendre à se lever le matin, à aller travailler. Il faut regarder les aspects de formation. Est-ce qu'aujourd'hui vous n'avez pas besoin d'une requalification? Donc le processus est relativement long et plus on s'éloigne, je dirais, de la fin du dernier emploi et plus la complexité est forte. Je crois que cet accompagnement est nécessaire, donc c'est pas simplement proposer un emploi, c'est bien un processus global d'accompagnement. Et lorsqu'on propose ces choses-là, finalement, on se rend compte que le nombre de volontaires est relativement important. Même si on est tous d'accord pour dire qu'il y a aussi dans les chômeurs qui sont aujourd'hui en rupture de la société, des gens qui n'ont pas cette volonté-là. Et je crois qu'aujourd'hui, l'initiative est intéressante puisqu'on s'appuie sur du volontariat. Et ça serait peut-être aussi l'occasion d'avoir des chiffres pour voir réellement combien de personnes sans activité sont actives dans cette recherche d'emploi par rapport à d'autres qui sont dans une autre philosophie. En tout cas, vous nous dites que dans votre territoire, c'est positif, ça commence à marcher, ça a suscité de l'attention et puis il y a une... Je serais quand même prudent sur que ça commence à marcher. Dans mon territoire, en tout cas, les acteurs sont impliqués, sont mobilisés et les gens croient à cette opération. Il faut maintenant faire la preuve par le résultat. Et d'ailleurs, dans mon camp politique, c'était un vrai débat puisque d'ailleurs, le titre nous a posé un moment de difficulté de la proposition de loi. Zéro chômeur ou la fin du chômage de longue durée. Je crois qu'on a plutôt... C'est un titre qui claque, mais ce n'est qu'un titre. Mais et en même temps, ça peut inquiéter. Donc la volonté chez nous, c'est de dire on est face à une expérimentation, essayons. Nous espérons tous que les résultats seront les meilleurs possibles, puisque là c'est l'intérêt général. Et en même temps, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même d'autres mesures, et que le gouvernement doit mettre en place d'autres mesures concernant le chômage de longue durée. Je crois que c'est une initiative, on va en parler, mais ce n'est pas pour moi simplement la seule initiative. On voulait insister ce soir sur une initiative qui est partagée à la fois par des associations et des élus de tous bords. C'est assez quand même rare que tout le monde se mette d'accord. Claire, et donc on va parler aussi de l'argent, le nerf de la guerre. Vous avez dit tout à l'heure, on ne va pas choquer, mais évidemment, ces chômeurs coûtent. Il coûte, je crois que c'est plus de... Donc c'est 33 milliards d'euros par an, voilà. 17 500 euros en gros par chômeur. Dedans, on dit c'est un tiers de prestations qu'ils reçoivent, des minima sociaux, un tiers d'argent qui ne rentre pas dans les caisses de l'État en termes de cotisations et d'impôts, et un tiers qui sont des dépenses à plus long terme en termes de santé, de violence, d'impact sur le territoire. Voilà comment on évalue ça. Donc ça a un coût déjà. Et nous, ce qu'on dit, c'est que 17 500 euros, finalement, pour quelqu'un qu'on rémunère au SMIC, il faudrait monter avec les charges sociales jusqu'à 22 500. Et on pense que les entreprises, là-dessus, ces entreprises à but d'emploi, elles vont quand même aussi générer un peu d'argent. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait générer en gros 10 000 euros par an par personne employée. Ça nous paraît quand même tout à fait faisable. Mais vous dites qu'il faut réaffecter l'argent, c'est-à-dire que vous allez... pas prendre l'argent de Pôle emploi, ça ne se passe pas comme ça, mais réaffecter une partie des sommes. Comment est-ce que vous pouvez la réaffecter, sachant qu'il y a des différents décideurs, que c'est très compliqué quand il s'agit de faire sortir l'argent des administrations, n'est-ce pas? C'est plus facile quand ça rentre que lorsque ça sort. Alors, oui, tout à fait. Dans un premier temps, honnêtement, il faut que ce soit l'État, et toute la question, c'est quelle partie de l'État central et quelle est la partie des régions. Donc c'est toujours l'État qui est derrière. Mais dans un premier temps, oui, le temps que ça se mette en place. Mais très honnêtement, sur la première année, ça va être 10 millions d'euros. Enfin, on vient d'évoquer tout ce qui était les contrats aidés, toutes les dépenses qui ont été faites. Enfin, je veux dire, on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur. Je veux dire, pour l'État, c'est pas une différence énorme pour démarrer une expérimentation qui quand même... En tout cas, nous, ce qu'on dit, on n'a jamais essayé ça. Ça vaut quand même le coup de l'essayer. Et ça paraît pas... Je pense que ça a été beaucoup dit que c'est une utopie réaliste. Et moi, j'aime bien ce terme-là. Oui, c'est en partie utopique, mais c'est totalement réaliste. Et vous attendez que le Sénat emboîte le pas et je redis à l'unanimité, c'est ce qu'on aimerait beaucoup. En sachant que dans les discussions, donc un sentiment favorable sur cette belle initiative, mais en même temps une inquiétude portée par un certain nombre de parlementaires sur le financement, notamment sur le risque potentiel de désengagement de l'État au profit des collectivités territoriales, notamment des départements. Les départements croulent aujourd'hui sous les dépenses sociales, et aujourd'hui c'est vrai qu'un certain nombre d'amendements qui vont être proposés demain, d'ailleurs on attend des engagements de la part du gouvernement, concernent justement
notamment le financement et les craintes qui sont portées par les élus. Vous êtes tous des acteurs de terrain, vous avez, si je puis dire, les mains dans le cambouis, aussi bien dans les associations, les élus de terrain, vous avez été à la tête de Pôle emploi. Hervé Chaperon, quelle est votre réaction lorsque vous entendez, comme ce matin, la promesse d'inversion, encore une fois, de la courbe du chômage, et elle a dit que c'était en 2016 par la ministre du Travail, El Khomri, qui quelques jours auparavant avait dit le contraire. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces phrases aujourd'hui qu'on lance dans le débat qui concerne des personnes, des familles très nombreuses aujourd'hui en France? Ça participe, ça participe à la décrédibilisation de la parole politique. Ça participe tout simplement à une véritable panique d'un gouvernement qui n'a cessé de se fixer des objectifs sans trop savoir comment il les atteindrait. C'est le propre de tous les gouvernements. Hein. Comment ? Oui, c'est le propre de tous les gouvernements. Oui, enfin plus ou moins. Plus ou moins. Si vous voulez, les chiffres sont têtus. Il y a une réalité. Quand vous n'avez pas de socle économique, vous ne pouvez pas inverser durablement une courbe de l'emploi. Chacun reconnaît, quel que soit après sa façon de penser, qu'à moins de 1,5% de croissance, vous ne pouvez pas créer des emplois. Dans le point de la semaine dernière, il est sorti un chiffre terrible. De 2001 à 2015, on n'a pas créé de date à date, bien évidemment, un seul emploi. En 2015, on a fait 50 000 emplois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au mieux, la création d'emplois stagne. Bon. Et à partir de là, écoutez, ce n'est pas la peine d'être agrégé de l'université pour s'apercevoir que la courbe ne se renversera pas. Sauf par des effets mécaniques, par des jeux de catégories. Bon, alors, vous en avez parlé à votre antenne. Parce que vous parlez de cette initiative, il y a évidemment toutes les initiatives portées par l'État, Philippe Mouillet. Il y a celle, vous l'avez entendu, qui a été annoncée il y a quelques jours, c'était au soir du Nouvel An, par le président sur la formation. C'est quand même conséquent, hein, 500 000 chômeurs. 350. Oui. Exactement, c'est vrai. Que l'on forme, c'est conséquent quand même comme nombre. Est-ce que vous pensez, comme certains l'ont dénoncé, que c'est un tour de passe-passe, on fait passer des chômeurs d'une catégorie à une autre, ou alors au contraire, cette mesure, comme celle que vous défendez, elle est quand même bienvenue? Alors moi je crois que c'est toujours la difficulté des effets d'annonce. Parce qu'aujourd'hui avec le gouvernement, on ne sait plus si on est dans de la communication ou réellement dans une mesure. Et nous, ce qui nous importe, élus locaux, je crois qu'il faut faire de la politique de façon différente, il faut des résultats. Et aujourd'hui, la formation, c'est une belle réponse, c'est une bonne réponse, notamment vis-à-vis des chômeurs de longue durée. On voit bien qu'avant d'imaginer un nouvel emploi, il faut se requalifier. Mais ça veut dire qu'à partir de là, il faut avoir une vraie capacité d'accompagner les demandeurs d'emploi vis-à-vis de ces formations et en même temps mettre en place des formations qui correspondent aux besoins des entreprises. Parce que c'est une des difficultés aussi en France où on a un certain nombre de formations qui sont en décalage avec le marché de l'emploi. Donc si toutes les conditions sont réunies, ça peut être une bonne mesure, mais en parallèle, quand on regarde aujourd'hui, depuis la politique gouvernementale, les chiffres en matière d'apprentissage et de formation, on se rend compte qu'on a plutôt diminué les moyens, hein, malgré les effets d'annonce. Donc moi je suis favorable à tout cela, mais surtout que ce soit réellement un vrai projet. Une question à vous trois. Qu'est-ce qui manque selon vous? On dit souvent qu'il y a un manque de courage politique. Est-ce que c'est le cas? En tout cas, je pense qu'il y a une manque de volonté de vraiment réellement lutter contre la pauvreté avec les gens qui sont concernés. Très honnêtement, je pense que c'est ça. Certes, la croissance est importante, mais on voit bien que sur cette partie des 2 millions de chômeurs de longue durée, ceux-là sont quand même mis de côté. Et donc, si on ne prend pas des décisions volontaires qui ne se feront pas simplement par la croissance, on laisse ces gens de côté. Et nous, ce qu'on dit, c'est pas acceptable qu'une société comme la nôtre laisse 2,5 millions de personnes de côté. Et c'est là-dessus qu'on veut travailler. Voilà pourquoi vous défendez tous avec enthousiasme cette initiative dont on a parlé ce soir. Merci beaucoup pour ce débat. Merci à vous. La suite de votre émission. Et on va retrouver à présent les rubriques que vous connaissez désormais, comme celle de la folle histoire des lois. Et ce soir, on va se pencher sérieusement sur l'adultère. Regardez. De nos jours, si votre épouse vous trompe, vous n'avez que vos yeux pour pleurer.
Mais jusqu'à une époque récente, la loi était de notre côté, à nous, les maris trompés. Le code pénal de 1810 punissait en effet l'adultère de 2 années d'emprisonnement. Quoi ? 2 ans de prison ? Pour un délit que les députés commettaient eux-mêmes chaque semaine ? Mais non, Bougredane, ils avaient fait les choses bien. Le délit d'adultère ne s'appliquait qu'aux épouses et non aux époux. C'est la femme adultère qui encourait 2 ans de prison. Le mari, lui, pouvait librement s'amuser tant qu'il n'entretenait pas sa maîtresse au sein même du domicile conjugal, faute de quoi il encourait tout de même 2000 francs d'amende. Tenez, mon brave. Merci, monsieur le comte. À demain. À demain. Mieux encore préciser notre code pénal, est excusable le meurtre commis par l'époux sur son épouse, ainsi que sur le complice, c'est-à-dire l'amant, à l'instant où il les surprend en flagrant délit dans la maison conjugale. Oh ! Meurs donc, traînée, fille de joie! Et toi de même, canaille, cornez-vous! Et voilà! Il n'y a plus qu'à appeler les gendarmes pour qu'ils enlèvent les corps. Eh bien, figurez-vous que ces lois qui nous paraissent d'un autre temps étaient encore en vigueur à une époque pas si lointaine. Il a fallu attendre 1975 pour qu'elles soient enfin abrogées. Le délit d'adultère disparut alors à l'occasion d'une réforme législative qui déclara horreur suprême que dans le couple, la femme est l'égale de l'homme. Tu veux pas mettre les infos là ? Ben non, il y a PSG Marseille. Et on va tout de suite retrouver Paul Bouffard pour un nouveau point sur l'actualité ce soir. Le cœur d'Istanbul touché par une attaque suicide. Nouvel attentat en Turquie dans le quartier touristique de Sultanahmet. Le bilan de l'explosion est encore provisoire. Au moins 10 personnes sont mortes. Toutes les victimes sont d'origine étrangère. On fait le point avec Julie Hulin. C'est la première fois que le centre historique d'Istanbul est touché par une telle attaque. Ce matin, aux alentours de 10h20, une explosion retentit tout près de la basilique Sainte-Sophie et de la mosquée bleue, véritable symbole de la ville où les touristes se massent chaque jour. Une détonation violente, entendue à plusieurs kilomètres à la ronde, qui fait au moins 10 morts, dont 8 Allemands et 15 blessés. En début d'après-midi, le Premier ministre turc annonce que l'assaillant est un jeune homme de 28 ans d'origine syrienne et membre de l'État islamique. Aujourd'hui, ce n'est pas seulement cette place si particulière, ni ce groupe de personnes en particulier qui ont été visés par ce groupe international qui incarne la haine. Ce ne sont pas seulement eux qui ont été la cible, mais c'est toute la Turquie et toute l'humanité qui ont été visés. Si pour l'heure, l'attentat n'a toujours pas été revendiqué, la Turquie s'est dite déterminée à poursuivre sa lutte contre le terrorisme. En octobre dernier, elle avait déjà été secouée par un double attentat suicide qui avait fait 103 morts. Cet après-midi, la chancelière allemande a exprimé sa tristesse et sa détermination à vaincre le terrorisme international. En plus de la tristesse que nous ressentons, cela montre une fois de plus la nécessité d'être déterminés face au terrorisme pour vaincre cette cruauté. En France, François Hollande a dénoncé un attentat odieux, tandis que le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a évoqué un crime méprisable. Le choc à Marseille, la communauté juive est invitée à ne plus porter la kippa. La polémique monte au lendemain de l'attaque d'un enseignant de confession juive. La garde à vue de l'assaillant âgé de 15 ans a été prolongée. Les détails avec Stéphane Amalian. Les 70 000 juifs de Marseille invités à ne plus porter la kippa. Un appel lancé à contre-cœur par Zvi Amar, le président du consistoire israélite de Marseille, suite à l'agression hier matin d'un enseignant juif. Objectif, se faire discret dans cette période d'insécurité. Une décision qui ne fait pas l'unanimité dans la communauté juive. Le grand rabbin de France, Haïm Korsia, invite à ne pas céder et à continuer à porter la kippa. Le CRIF dénonce une mauvaise idée. Et tout à l'heure, dans la cour de Matignon, la garde des Sceaux ne cachait pas son indignation. Nous devons garantir au quotidien, partout sur le territoire, la liberté de chaque citoyen, sa liberté y compris de vivre sa croyance. C'est ça une république laïque. Cette république laïque, elle reconnaît la liberté de conscience, elle reconnaît aussi la liberté de croyance et la République garantit l'exercice des cultes. Donc ça, le gouvernement y veillera. Chacun a le droit d'avoir ses croyances et a le droit de vivre. Les Juifs de France doivent se sentir en sécurité. Absolument, absolument. Comme tout citoyen français, les Juifs de France doivent se sentir en sécurité, les musulmans doivent se sentir en sécurité. Mais bien entendu, bien entendu.
L'agresseur, un jeune homme de 15 ans, a été transféré cet après-midi à la sous-direction antiterroriste à Levallois-Perret. Il devrait être présenté à un juge d'instruction et mis en examen. L'adolescent affirme avoir agi au nom d'Allah et de l'État islamique. Ce soir, sur notre antenne, Jean-Marie Le Gouen s'est dit bouleversé par la demande du président du consistoire de Marseille. Il s'agit d'une interpellation pour tous les Français, a dit le secrétaire d'État des relations avec le Parlement. 9 mois de prison ferme pour les ex-salariés de l'usine Goodyear d'Amiens Nord. 8 personnes ont été condamnées pour avoir séquestré durant 30 heures 2 cadres de l'entreprise en 2014. Les prévenus ont annoncé leur intention de faire appel. Condamnation insoutenable selon Jean-Luc Mélenchon. Ils vont aller derrière les barreaux juste parce qu'ils ont défendu leur emploi, a souligné le cofondateur du parti de gauche. Affaire Bettencourt, relax général pour le majordome ainsi que 5 journalistes jugés pour atteinte à la vie privée et poursuivis pour avoir rendu public des enregistrements réalisés au domicile de Liliane Bettencourt, l'héritière de L'Oréal. Le tribunal correctionnel de Bordeaux a notamment jugé que les journalistes avaient, par leurs articles, participé au débat d'intérêt général. Tout autre sujet maintenant, la forêt française et les sénateurs veulent promouvoir la filière bois, un atout pour la France. Louis Sibyl s'est rendu sur une exploitation forestière d'Île-de-France. Elle tente de rester compétitive face à la concurrence étrangère. Regardez. Un propriétaire forestier, ça passe sa vie le nez en l'air. Vous regardez si les cimes se touchent ou pas encore. Si elles se touchent, c'est que vous pouvez déjà intervenir pour faire un petit dépressage. En y allant doucement, vous enlevez un arbre sur 10. Étienne de Magneto possède 200 hectares de forêt. Son exploitation est certifiée durable. Il respecte des normes de préservation. Ici, rien ne se perd, tout se transforme. Là, vous avez donc un chêne qui a été coupé. On voit ici, on voit qu'il n'était pas très haut. On voit les branches du houppier qui sont encore par terre et qui sont destinées, bien entendu, elles, à être coupées en bois de chauffage. Les 3/4 de la forêt française appartiennent à des propriétaires privés. Une forêt très morcelée qui reste compétitive, mais qui ne fait pas vivre les exploitants. En euros constants, le bois n'a pas changé de valeur depuis les années 1970. Ce qui est donc considérable, parce que dans le même temps, le SMIC a été multiplié par 5. Donc tant mieux pour le salarié. Mais ça montre bien que, comme il y a beaucoup de main-d'œuvre dans le travail dans le bois, eh bien, ce qu'on pouvait faire en 70, on ne peut plus le faire aujourd'hui. Si la filière bois s'est mécanisée depuis 50 ans, elle demande encore quelques paires de bras pour couper et transporter, et des yeux pour expertiser. Un tronc cher est un tronc sans branche. Là, par exemple, les nœuds, on voit bien ici qu'il y a un défaut, et donc on classe les bois en voyant les défauts extérieurs du bois. Le bois de chauffage se vend 10 € le mètre cube. Le bois pour les tonneaux de vin, 400 €. Chaque tronc d'arbre, appelé grume, est marqué avec un code-barre qui estampille sa qualité et sa provenance. Une bonne partie de ces grumes est destinée à l'export. Et la Chine est désormais incontournable. Elle achète presque tout ce qui est exporté en Chine. C'est des choses qui sont un peu aberrantes et qui s'expliquent en fait par le flux des containers à charge en importation de matières premières sur l'Europe et qui repartent à vide sur l'Asie. Et donc on a un prix qui est beaucoup plus faible pour envoyer des matières premières sur l'Asie, alors qu'en Europe on a quasiment du simple double, par exemple si on va sur le sud de l'Europe. Autrement dit, la France agit comme si elle était un pays en voie de développement. Elle vend sa matière première à la Chine, qui, elle, la transforme en meubles ou parquets. Le comble, c'est que la Chine revend ses produits à la France 40% moins cher que si elle les produisait elle-même. Une concurrence rude pour toute la filière du bois dans l'Hexagone. Cette scierie familiale a plus de 2 siècles. Elle a aussi une exploitation forestière et exporte un petit peu. Donc ça, ce sont des frênes qui vont partir sur l'Italie, être transformés dans une scierie en Italie. Mais elle ne revend rien à la Chine, question de principe. Ouais, je trouve que c'est dommage d'exporter de la matière première. Alors déjà, on ne la transforme pas en France, elle va être transformée en Italie, mais alors après l'envoyer chez mes concurrents directs, ceux qui nous font le plus de mal, je trouve ça dramatique. Si le chêne se vend bien, en revanche, la France est obligée d'importer beaucoup de bois résineux, comme le sapin. À tel point qu'aujourd'hui, le déficit commercial de la filière bois est de 5,8 milliards d'euros. Voilà pour ce reportage. Tout de suite, on passe à la revue de presse.
Et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens et hebdo. Paul, évidemment, notre revue de presse commence avec l'attentat d'Istanbul qui est présent dans de nombreuses unes demain. Libération, Sonia, qui titre la poudrière de l'Europe. Après l'attentat suicide de ce matin, 10 touristes sont morts. Le quotidien souligne que les tensions s'accumulent en Turquie, ce voisin stratégique de l'Union européenne. La croix maintenant avec la Turquie dans le piège syrien. Un attentat signe que la politique d'Erdogan à l'égard de la Syrie est dans la passe. Selon le quotidien, il y a trop de guerre au Moyen-Orient, insiste l'éditorialiste Jean-Christophe Ploquin. Un Moyen-Orient où le brasier se renforce, dit-il. On passe à Ouest France à présent. Et il y a un appel au secours en une du grand quotidien de l'Ouest, celui des éleveurs français. Crise du porc, crise du lait, crise de l'élevage. La situation économique fait des ravages dans les campagnes françaises, souligne le journal. Les agriculteurs en plein désarroi. Et le quotidien affirme dans une enquête que c'est toute l'Europe agricole qui est touchée. Ce n'est pas encore la sidérurgie, écrit Patrice Moyon, mais ça en prend l'allure en dépit des mesures du gouvernement. On termine cette revue de presse avec un hebdomadaire, le 1. Oui, une question à la une du magazine « Que veut l'Arabie Saoudite ?» Le 1 qui analyse les paradoxes et les obsessions de cette monarchie pétrolière. Le journal qui souligne que l'Arabie Saoudite est en guerre ouverte au Yémen. Elle est en guerre froide avec l'Iran et elle continue de fixer le prix mondial du baril de pétrole. Un numéro qui s'intéresse au fondement de ce pays. Jusqu'où ira ce régime rétrograde, s'interroge le 1. Il est le seul à porter le nom de la dynastie qui l'a fondé. Comment l'Arabie est devenue saoudite? Éclairage du géographe et ancien diplomate Michel Fouché à lire dans le 1 cette semaine. Merci beaucoup Paul, à demain. Merci à vous. Et comme tous les mardis à présent, c'est l'émission politique Preuve par 3. Extrait et moment choisi. L'invité ce soir, c'est le secrétaire d'État en charge des relations au Parlement, Jean-Marie Le Guen. Alors, Jean-Marie Le Guen, vous n'êtes pas encore sorti du casse-tête de la déchéance de nationalité pour les terroristes. La solution, pour l'instant, semble-t-il, est-ce donner à Christiane Taubira le statut de garde des Sceaux à la carte, comme le dénonce aujourd'hui Laurent Wauquiez? Non, mais tout ça, c'est rentré dans des polémiques. Christiane Taubira s'est exprimée à un moment, dans des circonstances d'ailleurs un petit peu compliquées, puisque c'est vrai qu'à un moment, le gouvernement hésitait de savoir si le texte devait ou pas tenir une clause constitutionnelle. Bien, on connaît sa position. Voilà, maintenant, elle a déjà dit elle-même, elle s'est exprimée très clairement en disant qu'il pouvait y avoir un débat avant que le président ne tranche. Une fois que le président a tranché, ceux qui ne sont pas d'accord ne sont pas là, et ceux qui sont d'accord ceux qui sont toujours là sont d'accord avec le président pour assumer collectivement. Elle sera là, pas d'accord et muette à côté du Premier ministre quand le texte viendra en discussion. Est-ce que ce n'est pas baroque quand même? Mais non, depuis le début, c'est le Premier ministre qui s'est engagé et qui a dit qu'il défendrait cette réforme constitutionnelle. Et ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que dans un gouvernement, il peut y avoir un moment des réflexions qui ne sont pas totalement homogènes. Personne n'est un robot dans ce gouvernement, mais quand même, ni dans un autre d'ailleurs. C'est un texte qu'elle va devoir appliquer, elle, comme garde des Sceaux. Et alors, elle a dit ce qu'elle avait à dire, c'est-à-dire qu'une fois que le président... qu'elle condamne. Et qu'elle condamne, le problème n'est pas de condamner. Elle a dit que sa réflexion personnelle à un moment a amené un certain nombre de réserves. Une fois que le président a tranché, il tranche. Ça vous arrive tous les jours dans votre rédaction. Enfin, je veux dire, tous les jours, les gens dans une équipe collective disent « moi je préférerais bleu, l'autre rose », on choisit. Le chef dit « c'est bleu, point », c'est tout. Donc voilà, il y a bien de l'autorité dans les rédactions comme au gouvernement. Et là, justement, il y a un procès en manque d'autorité du chef de l'État qui est fait. C'est un procès absolument infondé, qu'il s'agisse de ce cas particulier, puisqu'il a tranché très clairement, d'une part, et deuxièmement, c'est un procès totalement illégitime en règle générale, quand vous voyez ce qui se passe dans la politique de la France, qu'il s'agisse de la politique internationale, les décisions qui ont été prises à des moments très fort, très difficile, et donc que ce soit à travers les différents attentats, à chaque fois que le président a dû s'exprimer, a dû prendre des décisions, l'état d'urgence le soir même, quelques minutes après ces horribles drames, qu'il s'agisse un an plus tôt, 18 mois plus tôt, d'intervenir au Mali, à chaque fois le président de la République a pris ses responsabilités. Donc ce procès, vous savez, il y a une classe politique effectivement, soit qui a besoin de tenir des propos qui sont anti-républicains pour se croire volontaires, d'autres qui sont les spécialistes du coup de menton. C'est pas comme ça que les choses se font. Quand les décisions doivent être prises par le président de la République, elles ont toujours été prises avec force. D'accord, mais écoutez, mais la position quand même
Excusez-moi, mais du Premier ministre a évolué. Puisqu'il avait dit qu'il allait défendre cette déchéance avec la garde des Sceaux. Aujourd'hui, il dit « je la défendrai seul ». Est-ce que c'est une forme de mise à l'écart de la ministre de la Justice? En aucune façon. Et à Marseille, par exemple, ce qui est terrible, c'est qu'on apprend aujourd'hui que les Juifs de la ville sont invités à ne plus porter la kippa. C'est un appel de leur communauté. Comment est-ce que vous recevez ça dans la France d'aujourd'hui? C'est bien ce que je souhaitais comme question, qui me semble important à dire, que je suis profondément bouleversé par cette décision. Et je pense que c'est une interpellation pour tous les Français. Est-ce qu'ils se rendent compte où nous en sommes? Parce que nous avons trop longtemps, c'est vrai, depuis des années et des années, laissé se développer d'une façon rampante un antisémitisme qui est présent sur le net, mais qui n'est pas présent que sur le net. Dans les collèges, qui est présent dans les certains quartiers, milieux, etc. Il va falloir extirper absolument ces idées. Il y a eu beaucoup de non-dits sur le sujet. Mais bien évidemment, je pense que la République n'a pas été suffisamment vigilante de ce point de vue. Et il y a devant nous un champ considérable pour remettre les choses au point. La République ne peut pas... Le Premier ministre l'a dit. D'abord, le Premier ministre a été celui qui a mené, rappelez-vous, il y a quelques mois, un peu plus d'un an maintenant, le combat contre Dieudonné. Lorsqu'il s'est lancé contre le fait que la justice ne pouvait plus être inactive devant le phénomène Dieudonné, il y a eu beaucoup d'interpellations, à droite, à gauche, sur le fait, mais pourquoi, etc. On s'aperçoit maintenant que, il y avait matière à juger et à condamner, mais qu'en plus, cela correspondait à un phénomène de pénétration d'idées antisémites dans notre société qui avait atteint des degrés extrêmement graves. Qu'est-ce que vous dites aux citoyens de confession juive qui, demain disent effectivement, donc ils le font déjà. Je n'ai pas d'autre objet. Je ne mettrai plus la kippa dehors. Je suis profondément bouleversé. Qu'est-ce que vous leur dites? Je suis profondément bouleversé. Et leur l'absence de liberté qui leur est donnée est une absence de liberté qui nous est donnée à nous tous les Français. Et donc c'est la République. Alors, je comprends, et je ne vais évidemment pas remettre en cause le conseil qui est donné par les responsables communautaires. Mais d'un certain point de vue, je me dis, je demande à nos concitoyens, parce que c'est certes une affaire de l'État, mais c'est une affaire qui concerne toute la société. Il n'y a pas toujours un policier derrière toutes les conversations, les propos, les divagations antisémites que l'on entend. Je pense que, y compris dans toutes les formations politiques, notamment aux différents extrêmes, il doit y avoir une clarification absolue. Vous dire aux deux extrêmes, l'extrême droite, l'extrême gauche. J'ai bien dit qu'il doit y avoir une clarification absolue sur ces questions-là. Bien sûr, je suis quand même profondément choqué quand je vois qu'une fraction de la gauche extrême, mais de la gauche, en tout cas de la gauche, comme on dit, peut se retrouver dans des meetings avec Tariq Ramadan. Je veux dire, il y a quand même... Vous pensez à Clémentine Autain pendant la campagne des régionales. Oui, peut-être. Je dis que quand j'entends la manière dont Noël Mamère est intervenu cet après-midi à l'Assemblée nationale, pour dénoncer on va peut-être parler d'autres phénomènes sur ce que sont les primaires à gauche, etc. Je suis quand même estomaqué le fait qu'un gouvernement de gauche donne la priorité à la sécurité et entame justement les libertés. C'est son discours. Sécurité, liberté, la guerre, et tout y était passé. Et le Premier ministre a pu lui répondre qu'effectivement, nous n'étions finalement, en tant qu'homme de gauche et en tant que Français, d'accord sur rien, sur le constat. Nous n'étions en rien d'accord avec les propos de Noël Mamère. C'était même pas une question de savoir si nous partagions un peu ou pas. Non. Est-ce qu'aujourd'hui, le contrat agile que demande le MEDEF est envisageable ? Non, je crois que ce n'est pas une bonne proposition. Laurent Berger s'est exprimé là-dessus. Mais dans les propositions qui sont aujourd'hui proposées par l'ensemble des organisations patronales, il y a par contre un certain nombre de choses qui nous semblent aller... qui sont tout à fait convergentes avec nos propres réflexions sur l'apprentissage, sur la formation, sur la barémisation des prud'hommes. Voilà, il faut que l'on avance sur tous ces sujets sans tomber, j'allais dire, dans des mesures qui sont plus de nature idéologique ou qui sont ultralibérales, vous voulez dire?
Non, mais qu'elle soit libérale ou pas, vous savez, moi, c'est pas les étiquettes, elles sont de plus en plus dépassées. Alors, c'est sans doute parce que je me suis beaucoup intéressé à la Chine que le leader du Parti communiste, Deng Xiaoping, expliquait que peu importe la couleur du chat, pourvu qu'il attrape des souris. Donc moi, je suis plutôt sur la ligne Deng Xiaoping. Attraper des emplois. Donc, attraper des emplois, je trouve ça très bien. Alors, pour être clair sur les mesures. Justement, les indemnités aux prud'hommes, c'est une bonne mesure efficace ou est-ce que vous n'avez pas l'impression de faire passer le message aux salariés que le gouvernement rogne encore sur leurs droits? Non, vous savez, vous connaissez bien le dossier, donc vous savez que c'est pas, on rogne sur l'incertitude et pour le salarié et pour le patron de ces conflits juridiques qui débouchent après sur les prud'hommes. Donc on rogne la marge d'incertitude pour les uns et pour les autres. Voilà cette mesure, et je crois que psychologiquement elle est fortement attendue effectivement par de nombreux patrons de PME, parce que rarement, à vrai dire, dans 1%, 2% des cas, il y a des entreprises qui se sont trouvées quasiment au bord de la faillite parce que avaient été jugées dans des circonstances particulières. Bon, sachant d'ailleurs que la jurisprudence n'est pas du tout les mêmes selon les départements. Les chambres prud'homales sont installées par département et selon les départements, la jurisprudence n'est pas du tout la même. Mais vous voulez casser les prud'hommes un peu quand même, non? Ça n'est pas casser les prud'hommes, ce que ces réformes-là, surtout en plus. C'est homogénéiser, c'est sécuriser, c'est donner de la prévisibilité aux choses, et donc c'est écarter des peurs qui sont en partie irrationnelles, mais qui sont pas complètement irrationnelles dans la mesure où il existe un certain nombre de cas où il y a effectivement eu des dérapages. Il y a un gros dossier social qui arrive, qui est, le Premier ministre en a parlé ce midi, c'est la négociation de l'assurance chômage, la nouvelle convention de l'UNEDIC, qui est lourdement déficitaire, donc il va falloir faire encore des économies pour, en gros, mieux verser les allocations aux chômeurs. Est-ce que vous êtes prêt, comme d'ailleurs un peu sous-entendu Manuel Valls, à dire la question de la durée, du montant des allocations chômage se posera en 2016 ? Oui, je pense que ces questions-là doivent être traitées avec courage, c'est compliqué, par les partenaires sociaux. Mais on voit bien que autant il est extrêmement difficile de diminuer les aides aux chômeurs dans une période où le chômage est encore très élevé, et en même temps, on sait bien que, à la fois un peu pour des raisons financières dont vous parliez, mais aussi pour mobiliser plus de moyens sur la formation des chômeurs, il est assez vraisemblable qu'il faut un petit peu changer les paramètres de notre assurance chômage. Et s'il n'y a pas d'accord des partenaires sociaux, le gouvernement interviendra, quitte à parfois baisser des allocations chômage? Le gouvernement sera amené à ce moment-là à intervenir, mais c'est une solution qui signerait quand même la faillite de la discussion sociale dans ce pays. Donc je renvoie la responsabilité quand même aux partenaires sociaux. Les syndicats. Vous avez indiqué que ceux qui demanderaient une primaire à gauche feraient bien de consulter. J'ai trouvé la formulation un peu abrupte et je voudrais savoir si vous la maintenez totalement. Voilà, Michel Vieux-Vorca interrogé par Géraldine Bavoilot. On s'est approche de Martine Aubry. Alors vous lui dites de consulter qui là? Un médecin ou un psy? Non, c'était une formule qui venait à la fin d'une interpellation qui me venait à l'esprit. Il faut le prendre à mal. Absolument pas. C'est peut-être de temps en temps mon défaut professionnel, étant moi-même effectivement médecin. Je pense simplement qu'il y a un moment où, comment dirais-je, l'illusion peut devenir un problème avec la réalité. Il y a une partie de l'illusion qui est utile parce qu'elle idéalise et elle permet de mobiliser la volonté. Mais il y a une partie, à un moment, le degré d'illusion peut avoir un risque de se couper de la réalité. Alors, moi, Donc vous lui dites même pas en rêve la primaire. Alors, justement, c'est cette formule que je trouve évidemment, si en rêve. Bien sûr que si. Mais même pas. Si, en rêve. Si, en rêve. Si, en rêve, on pourrait. Mais uniquement. si Michel Vieux-Vorca, pour qui j'ai beaucoup de respect, évidemment, parce que c'est un intellectuel de très grand renom. D'ailleurs, je dirais un mot sur son travail, si vous voulez bien. Oui, puis on parlera. Mais parce que les sciences sociales
je le fais tout de suite par incise, travaille beaucoup sur la déconstruction. Vous savez, les sciences sociales françaises sont les spécialistes après Foucault, après Deleuze, après d'autres. Et là, on est toujours un petit peu, c'est un travail utile intellectuellement, de la déconstruction. Je pense que la déconstruction du leadership du président de la République ne me paraît pas extraordinairement utile par les temps qui courent. Donc, je reviens plus sérieusement, puisque je reviens... Cette primaire, elle figure aujourd'hui dans les statuts du Parti socialiste, mais elle ne s'applique pas au président sortant, à François Hollande? Oui, je le crois, c'est ce que j'ai toujours pensé. Et ce que je crois aussi, si vous voulez, c'est que de quelle primaire parlons-nous? D'une primaire de la gauche. De la gauche, ça va de Macron à Mélenchon. Par exemple. Par exemple. Voilà, on peut le souhaiter. Enfin, certains peuvent le souhaiter. Moi, je pense que, vu par exemple ce que j'ai entendu cet après-midi avec Noël Mamère, vu ce que dit M. Mélenchon tous les jours, et je ne sais plus dans quelle catégorie ranger un certain nombre d'autres qui sont à la gauche de la gauche. Il va falloir préciser qui Je pense que nous ne sommes pas... Non mais justement, je pense que on ne peut pas demander ni à Noël Mamère ni à Jean-Luc Mélenchon de dire... Il a dit non, Mélenchon. Vous voyez, bon, de se rallier à ce que, par exemple, à ce qui serait la désignation de François Hollande et d'abdiquer ce qui est leur position politique ou d'une façon totalement radicale, permanente, absolue et totale, une critique. Deuxièmement, moi, imaginons que M. Mélenchon soit désigné dans cette primaire, je le dis d'ores et déjà. Je n'imagine pas de me faire représenter ce que je pense politiquement par Jean-Luc Mélenchon. Donc je n'accepte pas qu'on désigne... Pourquoi? Tout simplement parce que je pense qu'au point où nous en sommes, la discussion, elle ne se fait pas dans un cadre qui serait commun, sous prétexte que nous aurions... Il suffirait que nous réfléchissions à l'intérieur de cette donnée qui est la gauche, qui est une donnée enfermante. Mais qui devient de plus en plus flou, parce que Jean-Luc Mélenchon, à contrario de vos arguments, lui n'imagine plus aujourd'hui voter pour François Hollande. C'est ce que j'essayais d'expliquer. C'est ce que j'essayais d'expliquer. Donc on est face je veux dire, non seulement Jean-Luc Mélenchon... Il y a un risque de division. Mais attendez, c'est pas un risque. Je pense qu'il y a une façon avérée, pour une certaine gauche, de pratiquer la division. Vous l'avez constaté tous les jours. Donc, je veux dire, ça sert à quoi de dire « Ah ben voilà, on va se réunir, on va tirer au sort, et puis il y a quelqu'un qui va être désigné. » La primaire n'est pas pour vous une garantie contre l'émiettement de la gauche. La primaire, aujourd'hui, si vous voulez, il ne suffit pas de se réclamer de gauche pour dire qu'on est d'accord sur un projet, sur une stratégie. La réalité, si vous prenez l'agenda réel des problèmes du pays, ce que je crois être, moi, personnellement, l'agenda premier, à savoir... que la question de la République et de l'unité de la République me paraît la question première. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions sociales d'ailleurs, mais l'unité de la République me paraît une réponse première pour être efficace par rapport au terrorisme, sur tous les sujets qui nous sont posés. Lutter contre les extrémismes, etc. Cette orientation-là, elle n'est pas celle de Jean-Luc Mélenchon et elle n'est pas celle de Noël Mamère, elle n'est pas celle d'un certain nombre de gens qui pensent que... pardon ? Qui vont être vos alliés alors pour la campagne de 2017 ? Quand on voit aujourd'hui, si vous voulez, la cote de popularité du chef de l'État, est-ce que ce socle de popularité est suffisant pour faire campagne en 2017 et surtout l'emporter au deuxième tour ? Et se qualifier face à un Front National à 25%. Avec une gauche complètement émiettée, divisée. C'est la question. C'est une question fondamentale quand même. C'est une question fondamentale, mais quand je regarde la gauche, je regrette cette division. Mais je les constate. Et ce n'est pas des divisions simplement liées à des comportements. Mais donc, il va vous falloir... Excusez-moi, ce n'est pas lié à des comportements, c'est lié à des projets qui sont totalement opposés aujourd'hui. Il y a une fraction de la gauche qui dit sur l'état d'urgence, sur l'islamisme, sur la lutte contre le terrorisme. Oui, sur les déficits, les réformes économiques. C'est plus mélangé, la déchéance. Sur des sujets, par exemple... Toutes ces critiques qui sont des critiques radicales. Ce ne sont pas des critiques secondaires. Est-ce que votre nouvelle réflexion politique, finalement, ça passe aussi par la construction d'un nouveau parti socialiste? C'est ce qu'il faut ouvrir la maison socialiste. Oui. Bien sûr, c'est ce qu'a demandé Jean-Christophe Cambadélis. Ça va se faire quand? Comment? Mais on essaye de le faire d'ici la fin janvier. C'est lui qui est aux manettes pour cela. Mais effectivement, lorsqu'il parle d'alliance populaire, on voit bien. Nous l'avons dit, rappelez-vous, il y a Manuel Valls et Jean-Christophe Cambadélis l'ont dit il y a environ 18 mois, en disant qu'il fallait absolument complètement changer les fondamentaux de cette maison. Valls a aussi dit que le Parti Socialiste, c'était fini. Pardon? Valls a aussi dit que le Parti Socialiste... C'est ce qu'a dit Jean-Christophe Cambadélis aussi.
Voilà, il en est le C'est ce premier que vous- secrétaire. c'est ce Donc que il vous en dites, a la vous aussi. conscience, il en a la conscience. Bien sûr qu'il faut aller vers un dépassement. Les formes d'organisation du Parti socialiste ne correspondent plus alors à la vie sociale d'aujourd'hui. Les clivages, le fonctionnement, tout ça ne correspond plus. Eh bien, bien évidemment qu'il faut qu'il y ait un renouvellement profondément des forces politiques, des générations. Il faut que nous changions tout cela. Et on arrive à la fin de votre émission. Merci de votre fidélité. Rendez-vous bien sûr demain, 22h, 23h30, avec nos débats et puis également l'entretien. Nos autres rendez-vous, c'est demain matin. Territoire d'info. L'invité, c'est l'écologiste Jean-Vincent Placé. À demain donc. Belle et douce fin de soirée à notre compagnie.